troisième et dernière partie de ce cours, donc la logique des prédicats du premier ordre. Alors, comme pour la logique des propositions, on va d'abord définir la syntaxe pour écrire des formules correctes, puis on donnera du sens à ces formules, donc c'est l'aspect sémantique, avec à nouveau des histoires de valuation, et puis derrière on essaiera de voir si une formule admet un modèle ou si elle n'admet que des modèles. Donc la problématique reste la même, sauf qu'on va enrichir notre langage pour qu'il puisse traiter de raisonnements un peu plus sophistiqués. Alors comment on va enrichir notre langage? Principalement, on va lui rajouter des quantificateurs. Alors, quantificateur, vous savez ce que c'est, quel que soit il existe. Quand on a un quantificateur, en général, par exemple là, en général, toujours, le quantificateur il est associé à une variable. On dit pour tout x, il se passe quelque chose. Ou alors il existe petit a, tel que. Donc, qui dit quantificateur dit variable. Mais c'est pas tout. On va avoir besoin, on va dire par exemple x positif, si on est dans R par exemple, x positif implique x plus 1 positif. Ça c'est vrai. X positif, ça va être un prédicat, parce que c'est quelque chose dont on va pouvoir dire que c'est vrai ou faux. Un prédicat, c'est une fonction, mais booléenne. Et là, on a l'objet x plus 1. Alors, x plus 1, en fait, c'est une fonction de x. C'est une fonction de x, c'est l'addition. L'addition, c'est une opération qui est binaire. Il faut deux objets, x et 1, et puis cette fonction-là, l'addition. Donc, en résumé, on a des quantificateurs, on a des variables, on a des prédicats, voilà un ici, et on a des fonctions. On a besoin de tout ça. Alors, on va le définir proprement dans le début de ce cours. Alors, on parle, pour commencer, de fonctions et de prédicats. L'alphabet, c'est l'ensemble, c'est tous les symboles, on verra après précisément ce qu'il y a dans l'alphabet. Les fonctions. Alors, les fonctions, on distingue des fonctions selon leur arité. Fonctions unaires, binaires, ternaires, etc., etc. Il y a un cas particulier, c'est les fonctions d'arité 0, qui n'ont pas d'argument. En fait, c'est des constantes. Donc, les constantes, voilà, il faut les voir comme étant des cas particuliers de fonctions d'arité 0. Les constantes, on les note comme ça en lettres minuscules. Bon, en général, A, B, A', B', etc. Grand R, ensemble de prédicats. Prédicat, c'est synonyme de relation. Alors, vous verrez que les prédicats, en fait, c'est des fonctions booléennes. C'est des fonctions toujours. Un prédicat, il a vocation à avoir un degré de vérité, vrai ou faux. Bon, de la même manière, cas particulier, les relations ou les prédicats d'arité 0. En fait, c'est les symboles propositionnels qu'on avait déjà rencontrés dans la logique des propositions, c'est l'ensemble propre. Quand on passe en logique des prédicats, vous voyez, on va accéder à d'autres choses que juste propre. Et c'est le cas où on a une lettre qui ne... Voilà, P, ça ne dépend pas de variables, c'est arité 0, mais on va donc enrichir le langage avec des prédicats, cette fois-ci, d'arité 1, 2, 3, etc. Donc l'arité, vous savez ce que c'est. Alors la réunion de ces symboles de fonction et de prédicats, ça s'appelle la signature du langage. Voilà. C'est la liste des fonctions et c'est la liste des prédicats. Bon, c'est pas tout, il faut rajouter des variables. Alors les variables, c'est des symboles. On va les noter en minuscules aussi. En général, c'est plutôt x, y, etc., etc. Symbole de variable. De quoi a-t-on encore besoin dans notre langage de la logique des prédicats? On a toujours besoin de nos 5 connecteurs qu'on avait déjà rencontrés. C'est les mêmes, ils n'ont pas bougé. Ils sont toujours là, donc j'en parle pas, on les connaît. Il suffit maintenant, on aura presque fini, de rajouter nos 2 symboles de quantificateur, donc quel que soit qui s'appelle quantificateur universel et l'autre il existe, quantificateur existentiel. Et ensuite on aura besoin de parenthèses et de points-virgules, de virgules, pardon. Et puis c'est tout. Donc notre alphabet, finalement, l'ensemble de tous
de tous les ingrédients de notre langage, ça sera les symboles de fonction G, auxquels on rajoute les symboles de prédicat R, auxquels on rajoute les symboles de variables, auxquels on rajoute les 5 symboles de connecteurs, les 2 symboles de quantificateurs, des parenthèses et des virgules. Voilà, ce sont tous les ingrédients de notre langage. Donc avec ça, eh bien, on va, sous réserve de satisfaire quelques règles, eh bien, on pourra écrire des formules syntaxiquement correctes, donc c'est ce qu'on va voir dans la suite. Mais on ne peut pas le faire tout de suite, parce qu'avant de construire des formules, il faut construire un autre type d'objet, dont on avait très rapidement parlé en début, quand on parlait d'induction, c'est ce qu'on appelle les termes. Alors de quoi s'agit-il? À l'aide de symboles de fonction, on construit des termes. Et évidemment, on fait ça par induction, tant qu'à faire. Donc, c'est quoi les termes? Eh bien, les termes, c'est des constantes et des variables. C, symbole, c'est des constantes. X, c'est des variables. Ça, c'est la base. Un nom de variable, vous avez une constante. Bon, ça, c'est un terme. Et ensuite, si vous faites agir un symbole de fonction et que vous lui donnez le bon nombre de termes, c'est-à-dire que si vous avez une fonction d'arité A de f, il faut lui donner A de f termes. Si vous faites agir ça sur la fonction, ça vous donne à nouveau un terme. Donc comme ça, on construit des termes de plus en plus gros, de plus en plus compliqués. Exemple, si je suis par exemple dans N, je vais prendre 2 exemples. Je suis dans N, j'ai une fonction qui s'appelle sux. Sux comme successeur. En fait, voilà, sux de n, ce serait n plus 1, quoi, finalement. Ça, c'est une fonction unaire, parce que ça a besoin que d'un argument. Ça, c'est une fonction, qu'est-ce que j'ai comme constante? 0, 1, ça, c'est des constantes. Donc, avec juste cette fonction et ces constantes-là, je peux construire des termes. Je peux dire, par exemple, sux de 1, eh ben, c'est un terme, puisque 1 est un terme, puisque c'est dans la base, et que si je fais agir une fonction, j'ai un nouveau un terme. Donc je peux écrire ça, je peux écrire, et puis je peux continuer, sux de 1, c'est aussi un terme. Donc je peux appliquer comme ça, autant de fois que je veux ma fonction, puis ça va toujours marcher. Autre exemple, je me place dans R. Cette fois-ci, j'ai une autre fonction qui est l'addition. Alors l'addition, je peux la noter comme ça. Je peux dire voilà, plus xy, en fait c'est x plus y, c'est l'addition. C'est une fonction, ça, fonction binaire. Fonction binaire, 2 arguments. Alors ça, c'est la notation... Oh là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la notation. Alors, ça s'appelle la notation préfixée, tandis que l'autre s'appelle la notation infixée. D'accord? Donc ça, c'est du préfixé. C'est ça que je voulais écrire. Préfixé. Mais c'est pas celle-là qu'on utilise en général pour l'addition. Et ça, c'est la notation infixée. C'est en général celle-là qu'on utilise. Alors, quand on utilise cette notation infixée, il ne faut pas perdre de vue que c'est une fonction. En fait, c'est la fonction plus qui prend 2 arguments. Sauf que la fonction, on l'écrit entre les 2 arguments. Mais bon, fondamentalement, c'est la même chose. Donc ça, c'est des fonctions. Dans R, je peux prendre 1, puis je peux prendre petit e, l'exponentielle. Ça, c'est bien des réels, c'est des constantes réelles. Donc, ça, c'est des réels. C'est plus dans R. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux prendre encore? Je peux prendre... non, mais c'est tout. Ça me suffit. Rien qu'avec une fonction. Par exemple, je peux faire x plus 1 plus petit e.
Bon, mais ça c'est bien, ça c'est un terme. Hein, ça appartient à T. Là, j'ai mis inclus dans T, mais il faudrait mieux que je mette, ça serait quand même mieux de mettre, voilà, inclus dans T, et pas dans R. Inclus dans T, voilà. Donc x plus 1 plus 2 appartient à T. Et puis je peux continuer, je peux faire x plus 1 plus E plus ce que je veux, hein, x plus 2. Bon, mais ça appartient aussi à T, de proche en proche. Donc je peux construire des termes comme ça de plus en plus compliqués. Bon, rien qu'avec une seule fonction, je peux faire une infinité de termes. Alors, bon, imaginez toutes les fonctions qui existent dans R, tout ce qu'on peut faire. Donc voilà pour les termes. Donc les termes, c'est en fait c'est encore des objets de l'ensemble dans lequel je suis. Hein. Donc je construis comme ça des objets de plus en plus compliqués, mais qui sont toujours de même nature, sont toujours dans l'ensemble de départ. Bon, donc ça c'est les termes. Alors, bon, un terme sans variable, un terme clos, par exemple 1 plus 2, bon, mais c'est un terme clos, il n'y a pas de variable. X plus 1, c'est pas un terme clos, il y a une variable. Donc x plus 1, vous voyez, je ne peux pas le calculer si je ne connais pas x. Hein. Bon, c'est fondamentalement différent de 1 plus 2 que je suis capable d'évaluer. Bon, une fois qu'on a défini ces termes, eh bien on va définir, ça y est, on va définir les formules. Donc la phrase importante, elle est là. Hein. Les symboles de fonction sont utilisés pour construire les termes. Donc avec les fonctions, vous faites des termes. Tandis qu'avec les relations, c'est-à-dire encore les prédicats, vous allez construire des formules. Il y a un prédicat qui est toujours là, qu'on peut toujours utiliser, c'est le prédicat égal. On n'en parle même pas, on ne le définira pas à chaque fois, mais bon, vous avez toujours le droit d'écrire x égale y. C'est un prédicat binaire, hein. Là aussi c'est notation infixée avec le égal au milieu. Prédicat binaire, ben, ça veut dire que x c'est exactement la même chose que y. Hein. Vous pouvez écrire 2 égale 2, 3 égale 3. Bon. Vous pouvez écrire x égale y. Ça pourra être vrai en fonction de la valeur que vont prendre les variables x et y. Alors, comment on fait pour construire donc nos formules? Encore par induction. On va commencer par définir ce qu'on appelle une formule atomique. Alors, une formule atomique, pas compliquée, c'est un prédicat, R, auquel on donne le nombre d'objets dont il a besoin. Donc R de T1, T2, A de R, c'est l'arité de R. Donc si R est un prédicat binaire, on lui donnera 2 termes. Et si c'est un prédicat ternaire, on lui donnera 3 termes, etc., etc. Formule atomique. Pourquoi formule atomique? Parce qu'on ne peut pas la couper. C'est ce qui remplace nos propositions. Dans la logique des propositions, on avait petit p. On a petit p, il n'y a rien, on ne peut pas le couper. Ben là, c'est pareil, sauf que c'est R de T1, T2, T3. Voilà, on ne peut pas le couper en morceaux plus petits. Donc, d'où son nom, formule atomique, hein, comme les atomes. Bon, et on en vient à la définition principale. Donc, la grosse définition, c'est la définition, la logique des propositions, on avait l'ensemble forme. Là, on a l'ensemble forme 1, juste pour le distinguer de l'autre, forme 1. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? Base. Ben, la base, ça va être l'ensemble des formules atomiques, ce qu'on a défini au-dessus. Donc, c'est un prédicat appliqué à un certain nombre de termes. Et puis, induction, c'est pareil que pour les propositions. Tout le début est pareil. Bottom, non, implique ou est. Mais il faut rajouter, dernière ligne, que si f est une formule, et si x est une variable, alors, avec des quantificateurs, ça fait quel que soit x, f, ou alors il existe xf, et ça, ce sont à nouveau deux formules. Donc, vous voyez, ce qu'on a rajouté, ça tient juste en cette ligne-là, mais ça va avoir beaucoup de conséquences. Donc, la nouveauté, c'est les quantificateurs. Alors, on va juste voir qu'est-ce qu'on appelle portée d'un quantificateur.
Donc, quand on a une formule avec un quantificateur, donc, on va prendre un autre exemple pour tout x, x positif et y négatif où il existe y supérieur à x. Bon, voilà une formule. Alors, il faut que je mette des parenthèses. Les parenthèses, a priori, toujours pareil, elles sont associées au symbole, au connecteur binaire. Donc là, il y a un et, il me faut parenthèse. Là, il y a un ou, il me faut des parenthèses. Alors, attention, où est-ce que je mets les parenthèses? Est-ce que je les mets là ou est-ce que je les mets comme ça? C'est pas pareil. Donc si je mets les parenthèses, alors on va les mettre là, comme ça. Alors, si je mets les parenthèses comme ça, on va regarder comment les variables sont quantifiées. On va commencer par ce il existe y, là. On va le faire en vert. Ce il existe y, vous voyez, qui est là, eh bien, il va porter, il va aller jusque là. Autrement dit, ce y, celui-là, il est quantifié par ce il existe. Il existe y tel que y supérieur à x. Le y qui est là, eh bien, il n'est pas quantifié par ce il existe. On ne sait pas qui c'est. On ne sait pas si c'est pour tout y ou s'il existe un y. On ne sait pas. Le pour tout x qui est là, eh bien, pareil. Il y a on appelle la portée, donc il est là. Et sa portée, ben, ça va jusqu'à la fin de la parenthèse. Donc, lui, c'est pour tout x, ça veut dire là. Celui-là aussi, c'est le même. Bon, autre exemple, pour que vous compreniez bien. Si j'écris il existe x, virgule, x supérieur à y, et pour tout x est positif. Alors, j'ai pas spécialement besoin de mettre de virgule. Si je suis la règle exacte, là, je ne mets pas de virgule. Si on en met, c'est pas bien grave. Donc là, j'ai mon il existe x, okay, qui va jusque là, et quel que soit x, donc j'ai celui-là qui va jusque là. Donc ce x là, il est sous la portée de ce pour tout x. Ce x là, il est sous la portée de il existe x. Voilà, bon. En français, cette phrase, on dirait il existe un réel supérieur à y et tous les réels sont positifs. Ça serait ça. Donc, bon, ben, le x qui est ici, en gros, a priori, il n'a rien à voir avec le x qui est là. Puisque là c'est vrai pour un seul, on ne sait pas qui c'est. Et là, ça c'est vrai pour tous les réels, pour tout x. Bon, donc on continuera à parler de ça dans la prochaine vidéo.